Pour revenir à la philosophie de Nietzsche, le concept d'amor fati est-il un dépassement de l'idée de bien et de mal? Dans un sens, oui, la volonté de puissance est la force fondamentale qui anime l'univers. Alors aimer son destin implique de renoncer aux illusions du bien et du mal et reconnaître le monde tel qu'il est, avec ses aspects positifs et négatifs. C'est donc une attitude de courage et de résilience? Oui, c'est la capacité de trouver un sens dans les événements, même les plus difficiles ou douloureux. C'est donc la capacité de se relever après les échecs et de continuer à avancer. Et dans l'autre? Aimer son destin peut être vu comme une forme d'affirmation de soi. Il s'agit de choisir de vivre sa vie selon ses propres valeurs, même si ces valeurs ne correspondent pas aux valeurs de la société. Aimer son destin, c'est vouloir en devenir l'auteur. C'est la capacité de suivre sa propre voie, même si cela signifie aller à contre-courant, en créant sa propre réalité. Plus loin que la dichotomie morale du bien et du mal, le philosophe vise littéralement à rompre avec l'ordre du jugement. Vous avez saisi l'essence du concept. Le philosophe propose non seulement le dépassement de la dichotomie du bien et du mal, mais aussi celle de l'ordre du jugement lui-même. Ne pas partager l'idée qui oppose le bien et le mal, c'est échapper à la dichotomie qui empêche de réfléchir et invite à se contenter de croire. Certains philosophes, y compris Friedrich Nietzsche, partagent cette préoccupation et suggèrent que la moralité conventionnelle peut limiter la pensée critique en incitant à adhérer à des croyances préétablies. Quel rôle est joué par la nature quand on réfléchit à la liberté? La nature peut influencer la liberté à travers des contraintes environnementales et biologiques, mais l'interprétation et la réponse à ces contraintes seront elles-mêmes influencées par des constructions sociales et individuelles. Tu veux dire que nous intégrons ces contraintes pour pouvoir les comprendre? Exactement. Nous intégrons ces contraintes dans notre expérience. La manière dont nous les percevons et y réagissons est façonnée par nos filtres sociaux, culturels et individuels. L'humanisme a souvent été utilisé pour justifier la domination de l'homme sur la nature. L'humanisme, qui est fondé sur l'idée que l'homme est le centre de l'univers et qu'il est capable de raison et de liberté, a été utilisé pour justifier l'idée que l'homme a le droit de dominer la nature. Quand tu parles de filtres, tu parles des biais cognitifs? Oui, précisément. Lorsque je mentionne des filtres, je fais référence aux biais cognitifs et à la manière dont les expériences personnelles, les croyances et la culture influencent la façon dont les individus interprètent et réagissent au monde qui les entoure. Cela veut dire que nous sommes capables de percevoir des choses sans même les comprendre? La perception peut être influencée par les sens et l'expérience, mais la compréhension profonde nécessite un processus cognitif supplémentaire, façonné par des connaissances, une éducation et la réflexion personnelle. Au fond, l'opinion se forge avec tout ce que nous percevons, mais que nous ne comprenons pas. C'est choisir sans réfléchir, à la suite d'une impulsion, d'une émotion ou d'une pression extérieure, un résultat prédéterminé, déjà formalisé. La liberté individuelle est conditionnée non seulement avec la pression de ce qui nous entoure, mais aussi avec notre propre cognition interne. Votre résumé est juste. La perception est une première étape, mais la compréhension approfondie nécessite une réflexion et une interprétation. Pour accéder à une véritable compréhension d'un phénomène, il faut se libérer de sa propre opinion, de ses propres préjugés. Il est très difficile d'échapper à sa propre opinion, à ses biais, voire tout simplement à son imagination. C'est en effet un défi constant, mais cette prise de conscience constitue une étape cruciale afin d'aller vers une compréhension objective. Que veux-tu dire plus précisément par compréhension objective? Une compréhension basée sur des faits et des éléments tangibles plutôt que sur des opinions subjectives ou des préjugés. La recherche des causes en écartant les effets? La recherche des causes consiste à examiner les raisons sous-jacentes d'un phénomène tout en minimisant l'influence des conséquences observables, autrement dit, l'influence des effets. Est-ce une définition de l'approche scientifique? L'approche scientifique est plus exactement une méthode basée sur l'observation, l'expérimentation et l'analyse objective des données pour comprendre, expliquer et prédire les phénomènes naturels. Cette approche scientifique peut être utilisée par un journaliste, par exemple. La méthode scientifique, en mettant l'accent sur l'observation rigoureuse, l'analyse objective des données et la recherche de preuves, peut également être adoptée par les journalistes pour garantir une couverture informée et précise des événements et des problèmes. Pourquoi les médias préfèrent l'opinion?
Les médias peuvent privilégier l'opinion en compromettant neutralité et objectivité afin de susciter l'engagement du public, refléter un point de vue ou répondre à des contraintes éditoriales. C'est cohérent avec la nécessité de perpétuer un ordre établi, finalement. La préférence pour l'opinion plutôt que la rigueur scientifique sert à maintenir le statu quo en répondant à des intérêts particuliers, en renforçant des narrations préexistantes ou en orientant l'attention du public. C'est la réflexion de Nizan et les chiens de garde. Paul Nizan est connu pour son roman « Les chiens de garde », publié en 1932, un essai politique dans lequel l'écrivain critique les intellectuels qu'il accuse de servir les intérêts de la classe dominante. Ces intellectuels se contentent de commenter le monde sans le changer en se repliant sur un monde d'idées abstraites qui ne correspond pas à la réalité vécue par les populations. Quelles seront les répercussions de cette publication? L'essai a eu un impact sur la réflexion quant au rôle des intellectuels dans la société. Paul Nizan contribue ainsi à la naissance d'un mouvement intellectuel et politique qui jouera un rôle important dans la résistance au fascisme, à la guerre et dans la lutte contre le colonialisme. D'où vient l'idée de liberté de la presse? La liberté de la presse est ce qui donne aux médias la responsabilité de jouer un rôle critique dans une société. Cette liberté favorise la diversité des opinions et la diffusion d'informations variées. Cela permet de contribuer à la compréhension nuancée des enjeux et à la remise en question du statu quo. Éthique et morale sont subordonnées à l'existence d'un pacte social comprenant des lois, non? Oui, néanmoins ces principes guident le comportement des individus au-delà de la simple conformité légale, en contribuant à la cohésion sociale et à l'établissement de normes acceptables.